Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans Smart Job, votre rendez-vous emploi RH, c'est tous les jours du lundi au vendredi, débat, analyse et expertise et vos rubriques habituelles bien entendu. Bien dans son job aujourd'hui, le travail fait sa révolution, on en parle avec Pierre-Yves Martin, expert consultant business partner à One Man Support, il sera notre invité. Et justement dans notre pause café, Fanny Gressmer s'interroge sur le CDI. Est-il toujours le Graal que recherchent les salariés? Elle va répondre à cette question dans quelques instants. Puis dans le cercle RH, c'est un grand entretien qui vous attend. On va parler de la jeunesse. Aime-t-elle l'entreprise, cette jeunesse? Que veulent-ils faire de leur vie? On en parle à travers un livre passionnant, La Fracture, écrit par deux sondeurs, Frédéric Davy, Stewart Shaw. Ils seront nos invités dans le cercle RH sous forme de grand entretien aujourd'hui. Puis dans Fenêtre sur l'emploi, focus sur les métiers de l'assurance à travers le groupe Aden. Il recrute, on en parle avec son directeur de la communication, Guillaume Villette. Voilà le programme, tout de suite, c'est bien dans son job. Bien dans son job pour parler du travail qui se transforme, qui s'est transformé plus rapidement peut-être pendant cette crise Covid. Pierre-Yves Martin, bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes Bonjour. business partner One Man Support. Je l'ai bien dit, en français, c'est quoi la traduction? C'est l'appui des hommes pour des organisations et d'autres hommes. Alors, avant qu'on parle de cette étude que j'évoquais dans les titres, au fil de l'eau, très régulièrement, Ouais. comme ça, vous faites des photographies de notre organisation, du travail, du monde du travail. D'abord, One Man Support, c'est quoi? C'est un réseau, vous êtes le seul salarié de votre entreprise, mais vous êtes entouré de 2000 consultants. Je ne suis pas salarié, on est tous indépendants, on est 2000 consultants indépendants sur les métiers du conseil en finance, en stratégie, en transformation, en data, en digital et en management de transition. Et en fait, il y a une équipe qui s'est nouée autour d'Arnaud Sourisseau, le fondateur, il y a 8 ans, et chacun prend une part de ce développement. Et tout notre travail, c'est d'aller à la rencontre des clients pour répondre à leurs besoins d'appui dans des programmes de transformation, quand ils sont en réflexion stratégique ou quand ils sont sur d'autres sujets de pilotage, de management, et de leur apporter le bon consultant. Un bon consultant, c'est un consultant souvent indépendant, parce que lui va avoir une capacité à rentrer dans le dispositif de manière beaucoup plus agile, beaucoup plus souple. Et puis c'est un consultant qui a une expérience dans les meilleurs cabinets de conseil d'une part, mais qui a aussi fait de l'opérationnel. Soit qui a créé son entreprise, soit qui a exercé des fonctions opérationnelles. Donc du coup, ce consultant, il est agile, il est capable de rentrer finement dans le dispositif et de répondre correctement aux attentes du client. Sur une base de données d'environ 2000 consultants donc, que vous adaptez en fonction des secteurs, j'imagine, en fonction Exactement. et des besoins, évidemment. Exactement. Les consultants sont capables d'intervenir quelques jours pour des missions très ponctuelles, comme plusieurs années, à temps partiel, à temps complet. Voilà. On s'est affranchi de cette nécessité de vouloir constamment apporter des équipes et que dans certaines situations, il vaut mieux faire du sur-mesure que de l'industriel. Avec vous, c'est la fin du salariat, finalement. Ce sont des consultants qui, eux, vont être rémunérés. En tout cas, mais vous l'aviez dit tout à l'heure, en tout cas, il y a une révolution du monde du travail qui est enclenchée. C'est clair. Et tout le monde y prend part et personne ne sait, soyons honnêtes, personne ne sait à ce stade comment ça va se dérouler. Ce qui est sûr, c'est qu'on s'est engagé au début avec beaucoup de violence, parce qu'il a fallu beaucoup de capacité d'adaptation, l'obligation de la crise. Voilà, toute cette crise sanitaire, elle nous a obligés à nous réveiller, peut-être dans des situations un peu fortes, un peu douloureuses pour certains. Et puis on est en train tous de se réadapter, de redessiner un horizon professionnel avec des règles notamment dans le management, comment j'encadre mes équipes, comment moi, collaborateur, je reçois l'information, comment je fais du reporting, comment je comprends mon rôle dans l'organisation et ma contribution par rapport au projet de l'entreprise. Parce que quand on est dans un grand amphi et que la direction générale vient vous présenter un projet d'entreprise ou vient vous faire participer dans la construction d'un projet, c'est plus concret que de visualiser, pas en distanciel, des slides de projets d'entreprise. Donc il faut aussi réinventer sa place dans le monde du travail individuel par rapport au collectif.
Pierre-Yves, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a cette étude que j'évoquais, qui est sont des photographies finalement au fil de l'eau, et on va voir cette petite animation. Alors c'est vous qui nous l'avez apportée, Oui. je précise qu'elle a été préparée par Margot Ruot, mais c'est vous qui l'avez préparée. Espèce de pyramide avec 6 grands thèmes, de 1 à 6. Ouais. On va la voir, cette petite pyramide. Ça commence tout en haut. Alors là, on l'entend régulièrement, mais quelque part, c'est intéressant. Votre étude vient confirmer ce qu'on entend. 1, redonner du sens au travail. Bah oui, fondamental. Parce que le collaborateur ne sait pas forcément, chacun d'entre nous ne sait plus forcément ce qu'est le travail et donc quelle est sa relation au travail. Donc du coup, il faut le réinventer. Et pour réinventer ce rapport, il faut y mettre du sens. Parce que s'il n'y a pas de sens, on ne comprend pas son rôle et on ne s'implique pas, tout simplement. Process simplifié et dématérialisé. Alors ça, c'est intéressant parce que la crise Covid a obligé l'entreprise à passer au numérique plus vite. Au distanciel. Donc forcément, ils doivent se transformer. Donc les processus qui existaient dans l'entreprise physique, elles ont moins d'intérêt, elles ont moins de pertinence, elles ne sont plus capables d'être utilisées pleinement dans un univers distanciel, mobile. Donc du coup, il faut réinventer, il faut se reposer la question. Et pour se reposer la question, il faut prendre un peu de temps aussi, beaucoup de bon sens, mais un peu de temps, pour voir comment les choses sont en train de se dessiner, pour voir les perspectives, pour pas arrêter des processus immédiatement. Alors, thématique traitée très régulièrement sur ce plateau, que vous soulevez en point 4, qui est le télétravail. Alors, il est intéressant, ce télétravail, parce que vous dites qu'il faut qu'il soit productif. Ouais. Bon, on va dire, il y a quelques études qui ont prouvé que ça avait plutôt marché, mais serein. Pourquoi ? Parce qu'il n'est pas serein et pas très productif. En fait, sur le télétravail, sur la productivité, on a dit tout et son contraire. On a dit qu'il était très productif. Ça avait marché, ouais. Et puis on s'est aussi rendu compte dans certaines situations et dans certains moments qu'il n'était pas si productif parce que le collaborateur pouvait perdre un petit peu de lien, de capacité à vivre avec les autres sur le collectif de l'entreprise. Donc c'était pas si évident que ça. Et puis on a aussi dit que le télétravail devait être serein parce qu'il peut être anxiogène. C'est vrai, il a créé des tensions, alors, des angoisses. Déjà parce qu'il est le lien permanent entre le professionnel et le personnel. C'est un peu compliqué de mener un échange professionnel quand vous avez dans votre environnement personnel d'autres personnes qu'il faut respecter, qu'il faut prendre en compte. Donc tout ça peut être anxiogène. Et puis c'est aussi toute une autre communication à imaginer. C'est-à-dire quand on communique, c'est les managers, parce que c'est le point. Quand on communique avec ses équipes, c'est le 5. Il faut aussi être capable de bien sentir les choses, de peut-être trouver un autre niveau de posture. Peut-être être posture très basse. Je voudrais qu'on voit la petite pyramide, on s'en lasse pas, parce que c'est intéressant qu'on voit la manière dont vous l'avez organisée et pensée. On était sur le point 4, télétravail. Vous venez de faire la passerelle avec le management de l'autonomie. C'est plus le manager qui, je dirais, qui décide du haut vers le bas. C'est pas descendant. C'est ça que vous dites. En fait, le manager a un immense enjeu devant lui, c'est de créer les conditions. Ce qu'on va lui demander, c'est de créer les conditions pour que l'équipe marche, pour que le projet avance. Et qu'il y ait une certaine harmonie et de la confiance. Donc voilà. Donc lui, c'est un petit peu comme un chef cuisinier finalement. Il va devoir, pour faire sa sauce, il va devoir mettre les bons ingrédients avec le bon niveau de température et il va devoir surveiller ça en permanence. Et son travail, c'est pas d'associer les ingrédients. Son travail, c'est de regarder au niveau de la température si ça se passe bien, la cuisson passe bien, si tous les ingrédients ont bien été mis. Et s'il manque des ingrédients, de demander à quelqu'un ou de suggérer à quelqu'un de compléter ça. C'est ça le nouvel enjeu culinaire du manager. Espace de travail repensé, c'est votre dernier point, il est intéressant parce que le lieu dans lequel on évolue, c'est vrai pour son habitation, mais c'est vrai pour son travail, il influe sur la manière de travailler. On les repense comment, ces lieux de travail ? L'open space, c'est fini ? En fait, on n'en sait rien du tout parce que... c'est vrai. Soyons modestes. Il faut être hyper humble. En fait, le sujet, c'est que l'immobilier d'entreprise est en début d'un nouveau cycle où il va falloir qu'il retrouve un petit peu une empreinte plus stable. Il y a encore du télétravail, les choses ne sont pas stabilisées, donc du coup, on n'est pas non plus en capacité pour les entreprises de dire précisément quel est l'effectif que je vais être en capacité d'accueillir. Et donc, si on n'a pas cette information, on ne va pas pouvoir dimensionner correctement. Et le deuxième élément, c'est que quand on va venir au bureau, dans l'entreprise, on va peut-être se comporter différemment de la façon dont on se comportait il y a 2 ans. C'est-à-dire qu'on va peut-être passer plus de temps dans les parties communes à partager l'information et peut-être un peu moins dans les salles de réunion ou dans les espaces individuels. Ou dans des salles de réunion un peu communes aussi, un peu conviviales, qui ne sont pas des bureaux froids. Donc il y a toute une réflexion et ça c'est extrêmement intéressant parce que ça va aussi demander à des talents complémentaires qu'on ne voit pas forcément si centralement dans l'entreprise
à savoir des architectes Ouais, d'intérieur, des designers, presque des urbanistes. designers, Ouais. voilà. Il y a plein de talents qui vont pouvoir apporter leur sensibilité pour proposer un cadre nouveau. Avant de nous quitter, 10 secondes, ils vous ont rejoint ces talents? Vous avez des urbanistes, vous avez aussi tout cet écosystème qui vient vous accompagner au-delà, je dirais, du hard. Bien sûr, chez One Man Support, on a des consultants qui participent en faisant du design thinking, qui participent en imaginant ce que va être l'entreprise de demain, donc en étant finalement des coachs du travail, des coachs d'organisation. C'est certainement un des axes d'avenir pour le conseil en France et en Europe. Merci Pierre-Yves Martin d'être venu nous voir. Business partner de One Man Support. Près de 2000 consultants, on vient de l'entendre, tous en réseau indépendant qui sont à votre service en fonction de leurs compétences et des besoins. Chacun est au service de chacun. Chacun est au service de cette cause d'intelligence auprès des entreprises. Merci Pierre-Yves Martin, c'est du gagnant-gagnant. Merci d'être venu nous rendre visite. Tout de suite, c'est la pause cafetière. On parlait de la révolution du travail. Est-ce que le CDI est encore le contrat qui est le Graal recherché par les salariés? Peut-être. Explication dans la pause café. C'est avec Fanny Griesmer. La pause café, comme chaque mercredi, avec Fanny Griesmer. Bonjour Fanny. Bonjour Arnaud. Comment allez-vous? Très bien. Bon, c'est un vrai plaisir de vous accueillir sur le plateau. On parle du CDI, on a parlé de la révolution du travail. La question du rapport au contrat est aussi peut-être une révolution. Alors, est-ce que le CDI a encore la cote, Fanny? On se demande déjà s'il est toujours le Graal. On l'a considéré comme tel pendant de nombreuses années en matière d'emploi. Le contrat qu'il fallait absolument décrocher. Mais aujourd'hui, le CDI est-il vraiment nécessaire, suffisant pour être heureux au travail? Heureux tout court aussi, ces 3 lettres. Font-elles encore rêver? C'est la question que je me suis posée aujourd'hui et à laquelle je vais tenter de répondre. Donc, de moins en moins de CDI? Oui, le CDD devait être l'exception. Il est devenu la règle. Il a été créé en janvier 1979 dans le Code du travail. C'est vrai que le CDD a officialisé finalement une pratique assez courante, l'embauche de main-d'œuvre mobile. Le recours au contrat à durée déterminée devait donc rester exceptionnel, sauf qu'aujourd'hui, son nombre explose. Les CDD représentent désormais près de 9 embauches sur 10, selon une étude de la DARES publiée en mai dernier. Et ce sont surtout les contrats très courts, ceux de moins d'1 mois, qui ont le vent en poupe. Des contrats particulièrement plébiscités dans les secteurs du BTP, de l'audiovisuel, de la culture ou encore de l'hôtellerie-restauration, pour répondre généralement à un surcroît d'activité ou encore remplacer une personne absente. Aujourd'hui, la case CDD semble presque inéluctable dès lors qu'on entre sur le marché du travail. Et rares sont ceux, les chanceux, qui réussissent à débuter dans la vie professionnelle en signant un contrat version longue durée, c'est-à-dire le CDI. Oui, c'est la période d'essai. Donc le CDI, vous l'évoquiez au début de cette chronique, c'est le Graal finalement. C'est le Graal, c'est presque sacralisé. Il est devenu rare de réussir à le décrocher, que ce soit en tout début de carrière et même après. Le CDI a longtemps été considéré comme un symbole de réussite, associé à un certain statut, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, celui d'une personne qui est stable, qui n'a pas à craindre des lendemains qui déchantent, ou en tout cas peut-être moins que les autres. Le CDI rassure, et pas seulement vos parents. Oui. L'engagement sans date limite de fin envisage une collaboration pérenne. C'est aussi un gage de confiance, celle que vous porte votre employeur. Il mise sur vous, votre travail, votre engagement. Être dans une entreprise pour de bon, en tout cas pour un bon moment, vous permet aussi de vous impliquer, d'avoir des responsabilités dans des projets sur du plus long terme, de vous projeter plus facilement dans les prochaines étapes de votre vie professionnelle. Le CDI permet de voir venir, c'est la fameuse sécurité de l'emploi, c'est ce qu'on dit généralement, celle qui rassure vous, votre famille, mais aussi votre banquier, peut-être aussi le propriétaire du logement que vous souhaitez louer. Le CDI conditionne très clairement un certain nombre de projets personnels, donc pas seulement professionnels, qui eux aussi ambitionnent le long terme. Mais en même temps, on vient de l'entendre avec ces consultants connectés, le monde du travail évolue et finalement les désirs des salariés, des actifs, énormément évolué. Ça change quand même. Et c'est une question de génération, c'est un fait, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, contrairement à nos parents, on ne fait plus ou on ne fera plus toute sa carrière dans la même entreprise avec cet espoir de gravir les échelons les uns après les autres. Nous avons envie de construire notre carrière autour d'expériences diverses, tester de nouvelles façons de travailler. On l'a vu notamment grâce à ce que nous offre le digital, le télétravail par exemple, ou encore le nomadisme digital. Puis on a les slashers, vous savez, ceux qui font plusieurs jobs en même temps, qui sont aussi de plus en plus nombreux. Ces slashers qui jonglent avec différents types de contrats,
Ils peuvent être auto-entrepreneurs, intérimaires, avoir des CDD à temps partiel. Il y a aussi l'auto-entrepreneuriat, l'entrepreneuriat qui a un attrait grandissant. Avant même la crise, il n'était clairement pas à démontrer. Force est de constater qu'aujourd'hui, il atteint des records. Fin 2020, selon l'INSEE, plus de 848 000 sociétés ont vu le jour. C'est vraiment du jamais vu. La crise a aussi encouragé les talents à céder aux sirènes du freelancing. En mars dernier, une enquête menée par Malte et Dragon Survey révèle que 43% des Français envisagent de se lancer en freelance dans les tout prochains mois, 73% d'entre eux. Cette décision est très clairement liée à la crise Covid. Et puis, vous n'êtes certainement pas passé à côté de tous ces témoignages qui sont relayés par la presse. Ces témoignages de cadres très diplômés, visiblement nombreux, qui lâchent leur sacro-saint CDI pour devenir néo-artisans, indépendants, entrepreneurs et redonner du sens à leur travail. Boulanger. Se créer un travail plus épanouissant. Vous avez raison, ce sont essentiellement d'ailleurs des métiers de bouche, et à la main, avec les mains. On revient vraiment à l'artisanat. Alors on se demande finalement si le CDI ne serait pas devenu archaïque, déconnecté des réalités du marché du travail actuel. Alors vous savez que dans le cercle RH, on va parler des jeunes, qui fait évidemment écho à travers ce livre, La Fracture, avec cette question, parce qu'il est traité dans le livre, et je vous l'offrirai à l'issue de cette émission. Est-ce que les jeunes sont fâchés avec le CDI? Le livre a sa version. Quelle est la vôtre? J'ai hâte de l'entendre. En tout cas, moi, d'après tout ce que j'ai pu... je suis allée enquêter, oui, mais il y a beaucoup d'enquêtes qui ont été réalisées. De Fanny Griesmer. Et quand on enquête sur les jeunes, on enquête sur qui? Sur la génération Z. Ce sont ces 18-25 ans qui semblent être forcément au centre de toutes les attentions parce que le futur se fera forcément avec la génération Z. La génération Z que l'on dit... narcissique, ces jeunes ultra connectés, exigeants, ambitieux, attentifs aux valeurs de l'entreprise aussi, puis en quête de singularité. Dans le baromètre La Génération Z et le Future of Work, réalisé par Mazars avec Opinionway en 2019, un jeune sur trois de la génération Z souhaite cumuler 3 emplois ou plus en tant que freelance indépendant. Un jeune sur 2 estime même que le CDI a vocation à disparaître au profit du CDD et du travail en freelance. Voilà, des jeunes qui seraient plutôt réticents à l'idée de se lancer dans un salariat à la papa, de peur de se sentir peut-être bridés dans leur quête de nouvelles expériences. Tout porte à croire que le CDI vivrait ses dernières heures, ou en tout cas ses dernières années. Ce qui ne veut pas dire qu'ils rejettent totalement le CDI en même temps. Absolument pas au final, parce que selon ce même baromètre réalisé par Mazars avec Opinionway, le CDI reste une ambition de premier ordre pour ces jeunes de la génération Z. Le CDI et le travail à temps plein restent fortement ancrés parmi les attentes de ces jeunes. 80% d'entre eux plébiscitent le travail à temps plein et 79% considèrent le CDI comme un objectif majeur. C'est seulement 7 points de moins par rapport à la génération Y, la génération d'avant. Preuve que finalement que cette génération Z n'est pas aussi fougueuse qu'on le pense. Et pour conclure, c'est intéressant, c'est le yin, le yang, et puis il y a encore une position médiane, parce que finalement il ne fait pas peur à tout le monde ce CDI. Non. Mais il fait peur quand même à certains. C'est ça. Et oui, pourquoi ? Peut-être parce qu'il est devenu exceptionnel et n'est plus la règle aujourd'hui. Alors c'est vrai que quand on parle de Graal, c'est bien la preuve qu'on sacralise le CDI. Il n'est plus un moyen en fait pour s'engager dans la vie professionnelle, mais un but en soi. En fait, c'est ce qu'il est devenu. Donc c'est difficile à obtenir qu'il en est devenu effrayant. Et finalement, quand on a les témoignages que l'on peut entendre, on peut-être préfère oublier l'idée d'avoir un CDI un jour et s'accommoder d'autres types de contrats qui offrent de liberté, à défaut d'assurer une certaine sécurité. Je m'étais posé une question, est-ce qu'il faut choisir entre sécurité et liberté ? C'est très philosophique, on n'est pas dans Smart Philo. En tout cas, certains, le CDI... certains parlent du CDI comme un piège, voire d'une prison dorée. Rappelons que le CDI, c'est un contrat avant tout, et ce n'est pas un contrat à vie. On rappellera aussi que le sens, l'engagement, le bien-être au travail ne dépendent pas que de la durée d'un contrat, mais plutôt du cadre dans lequel vous exercez votre activité. Et puis ce n'est pas un CDI qui fera votre malheur, pas plus qu'il ne fera votre bonheur. Justement, j'étais en train de regarder ce livre. Est-ce que je suis raccord avec vous êtes relativement avec nos deux invités. Raccord sur cette espèce de jeunesse, effectivement, qui quand même se tourne, nous dit le livre, et on va l'entendre dans quelques instants, vers l'entrepreneuriat que vous évoquiez, vers la création d'auto-entreprises, devenir son propre chef, peut-être pour aller vers la liberté. Et son propre projet. Exactement. Sécurité ou liberté. Ouais, et je pense qu'ils sont plus aujourd'hui vers la notion de liberté que vers la sécurité.
Tout ça va se discuter dans quelques instants. Merci Fanny de nous avoir éclairé sur ce CDI. On en reparlera de ce CDI. On en fera peut-être d'ailleurs un débat. On fait une courte pause. On s'intéresse à ce livre référence sur la jeunesse, écrit par 2 sondeurs. Tant le regard de ces sondeurs sur cette jeunesse à l'égard de leurs opinions politiques, mais on va s'intéresser, nous, à cette jeunesse eu égard à leur relation à l'entreprise, à l'entrepreneuriat, au CDI, à la façon dont ils regardent cette société et dans laquelle ils veulent s'impliquer. On va en parler dans quelques instants. Les 2 auteurs seront mes invités. Ça sera le Cercle RH juste après cette pause. Le Cercle RH, notre débat, qui est un entretien aujourd'hui avec 2 auteurs qui ont fait un travail magistral. Frédéric Dabi, Stewart Chaud, merci d'être avec moi. Je vais vous tirer vous êtes des sondeurs. Bonjour. Vous êtes des sondeurs, directeur général de l'IFOP, en charge des études chez Via Voice, et vous venez assez régulièrement dans le Cercle RH du vendredi. La fracture, comment la jeunesse d'aujourd'hui fait ses cessions, ses valeurs, ses choix, ses révoltes, ses espoirs aux arènes. Vous en parlez beaucoup de ce livre dans les médias. Alors on vous interroge évidemment sous le spectre politique. On est entré dans la campagne présidentielle. On vous dit alors ces jeunes, ils sont attirés par qui ? Sur le Covid. Nous, on va essayer de faire un focus aujourd'hui sur ce rapport au travail, au salariat, à l'entreprise. D'abord quand même, ce qui ressort dans votre livre, on va évidemment s'intéresser à votre méthodologie, mais c'est quand même, la jeunesse, c'est un segment d'individus un peu insatisfaits. Ça vous va, ça ? Oui, on peut dire ça, en tout cas un de leurs points communs, parce que la jeunesse, on interroge les 18-30 ans, ce n'est pas un bloc monolithique, il y a une véritable diversité, ils ont tous été... Des jeunesses, ils ont même été tous frappés de la même manière par le Covid, donc il y a une conscience générationnelle, mais c'est vrai qu'ils sont insatisfaits de la société. Et c'est le cas de toutes les jeunesses, celle des années 80, celle des années 70, la jeunesse de la libération des mœurs, mais... La vraie singularité, parce qu'avec cette enquête, la nouvelle vague, on arrive à comparer, de faire des portraits grâce à cette carotte géologique des jeunesses décennie par décennie. C'est ça qui est fort dans votre livre, c'est que c'est des photographies sur des études régulières qui permettent de pouvoir... Et c'est une inégalité systémique. C'est l'idée que ces inégalités, ces discriminations sont presque organisées. Et là, vous allez me voir venir, c'est cette jeunesse qui n'est pas woke, c'est trop caricatural, mais qui constitue un terrain fertile à la pensée woke, c'est-à-dire la défense des minorités, notamment religieuses, et le rejet viscéral des injustices. 78%, je pourrais rester dans le woke, parce qu'on va parler de l'entreprise, ne se reconnaissent pas dans la classification de genre homme-femme. Oui, mais 78%. C'est l'identité de la jeunesse aussi de se choisir des ennemis. Ouais, je pense que c'est aussi comme ça qu'on est jeune. D'ailleurs, c'est l'une des citations du bouquin, mais c'est que à partir du moment où on se constitue aussi des luttes, et pas forcément des luttes contre, mais ça peut être des luttes pour aussi. Ouais, on va revenir au climat tout à l'heure. Voilà, c'est à notre sens un élément assez constitutif de l'identité de la jeunesse. Il y a un élément qui est très intéressant, moi qui ne suis plus jeune, c'est d'abord... Presque, je suis encore un petit peu jeune, mais quand même, je ne suis pas dans la génération 18-30 ans. Dans les années 70, après 68, cette jeunesse, elle était révolutionnaire, révoltée, hippie, communiste, avec des mots très durs contre l'entreprise. Là, page 86, elle est tout à fait décomplexée sur les mots profit, économie de marché, prospérité. Elle est très à l'aise. Ça, c'est quand même très nouveau, ça. Je suis d'accord, Arnaud, elle est désidéologisée. C'est-à-dire que l'année 70, c'était les 10 ans avant que la gauche arrive au pouvoir. Il y avait une vision assez globalisante, repoussoir de l'entreprise. Il y avait la droite, le camp du bien, le camp du mal. Là, c'est vrai que l'entreprise, déjà, ils font une sorte de distinction. Ils plébiscitent la TPE, c'est 94% du tissu français. La PME, ils sont plus sévères sur les grands groupes, mais ce qui est très intéressant, le livre, c'est une ligne de fracture. Dans tout le livre, on voit que le Covid a amplifié le doute sur toutes les structures collectives, que ce soit l'État, un parti, sauf la structure entrepreneuriale où ils sont heureux, où ils ont le sentiment de s'accomplir dans leur travail. Bien sûr, il y a des cas difficiles, ce n'est qu'une enquête globalisante, mais les mots qu'ils associent le plus au travail, c'est fierté, épanouissement, et dans leurs mots préférés, dans le top 20, et c'est vrai qu'il y a encore... Allez, qui se souvient que... Le mot entreprise. Entreprise, profit. Qui se souvient qu'en 2003, quand Jean-Pierre Raffarin a le malheur de passer au MEDEF, il perd 20 points dans la jeunesse. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est que la jeunesse voit l'entreprise comme une réponse nécessaire, inévitable, à un ensemble d'enjeux aujourd'hui auxquels ils font face. Capable de sauver le monde, enfin, capable de répondre aux besoins. Par exemple, sur les enjeux environnementaux, on est quand même passé à une entreprise porteuse de solutions. En tout cas, c'est une attente
extrêmement forte. Donc, de cette façon-là, l'entreprise a changé aussi, je dirais, sa place en tant qu'acteur de la société inévitable pour la jeunesse. Et je pense que ça, c'est une singularité de notre époque. Frédéric ? L'entreprise a changé et le rapport à l'entreprise a changé, s'agissant, et là, la jeunesse est moins en fracture qu'en diffusion par rapport aux autres salariés français, le rapport entre sphère professionnelle et sphère personnelle. On se souvient de l'étanchéité totale, on se souvient des réflexions un petit peu stupides qu'on a tous connues quand on quittait le bureau à 18h, tu prends ton après-midi, tu es en vacances demain, voilà, tu pars déjà. Ou on laissait le veston sur le voilà, banc. exactement. Les jeunes sont beaucoup plus décomplexés, ils considèrent leurs collègues comme leurs amis. Ils disent qu'ils sont prêts à accepter une baisse de salaire de 5 à 10% si leur entreprise est près de chez eux. Il y a cette fluidité, cette linéarité entre sphère professionnelle, sphère personnelle. Ça, c'est une véritable nouveauté qui infuse, et vous le voyez à mon avis dans vos émissions, Arnaud, l'ensemble du salariat français. C'est des thématiques qui sont assez, qui sont raccords avec ce qu'on entend. Juste un petit mot quand même. Je suis persuadé que tous les candidats putatifs ou officiels à l'élection présidentielle sont en train de dévorer votre livre parce qu'ils recèlent de thématiques très fortes et peut-être de propositions, mais je suis intimement convaincu que les entreprises dévorent votre livre parce qu'elles sont en train de se dire comment on réorganise notre organisation en interne pour les accueillir. Il y a une pénurie de main-d'œuvre, vous êtes d'accord? Oui, il pose des problèmes à l'entreprise finalement. Il pose des problèmes parce qu'il réorganise un rapport au travail qui est quand même assez époustouflant. Pour revenir sur ce que disait Frédéric à l'instant, c'est que c'est une jeunesse qui influence énormément le monde du travail. Et pour rebondir sur ce qu'on vient de dire, c'est une jeunesse que nous on a appelé un peu de la réconciliation des temps de vie. C'est-à-dire qu'on était sur les 10-15 dernières années sur l'approche d'une conciliation des temps de vie pro-perso qui finalement génère une sorte de différenciation du temps perso au temps pro avec des espaces et des lieux hermétiques. Là, les jeunes bouleverse totalement ça. Ils vivent dans le bureau, ils mangent au bureau. Ils se font livrer, c'est rien, mais ils réconcilient ces temps de vie, bien sûr. Et d'ailleurs, il y a une partie non négligeable des jeunes salariés qui avouent, par exemple, honorer un rendez-vous médical, faire des courses personnelles, faire des choses de leur vie personnelle dans le temps de travail. Donc on est vraiment sur une réconciliation, je dirais, de ces temps de vie, travail, perso. Donc je le redis, il challenge les entreprises. Bien sûr. Oui, il les challenge. Oui, pour eux, l'entreprise sort de sa mission traditionnelle de produire des richesses, des biens, des services. Elle doit être une entreprise citoyenne. Ils sont engagés, les entreprises en fait, à mission. Les raisons d'être, ça leur parle beaucoup. Quand on leur demande qu'est-ce qui est au cœur d'un changement, parce qu'ils sont fidèles, mais ils ont des fidélités successives. La mobilité, ça vient d'eux, la très forte en fait. La mobilité, j'ai entendu votre reportage tout à l'heure sur Mazars avec 3 CDI, on est prêt à bouger énormément, mais très clairement de ce point de vue-là, ils veulent un travail utile et l'un des premiers critères pour changer de travail, c'est moins la rémunération, même si c'est toujours là, que l'ambiance de travail. Donc c'est cet écosystème avec une fluidité, avec des barrières sphère personnelle, sphère professionnelle qui sont complètement abolies, que les jeunes nous proposent et qui influence quand même le reste du salariat français. Alors, il y a une chose intéressante, il y a des tableaux, évidemment, parce que c'est des sondeurs, vous ne pouvez pas vous priver de quelques petits tableaux. Il y a des mots aussi. Il y a des mots, beaucoup de mots, c'est plutôt bien écrit, mais il y a aussi des tableaux qui sont extrêmement clairs. Et vous croisez, évidemment, des items entre la génération au-delà des 18-30 et puis des 18-30. Dans l'entreprise, les 18-30, ils sont au-dessus dans les items, ils sont bien dans leur boîte, ils sont assez contents des formations qu'ils reçoivent. Globalement, c'est un peu le monde merveilleux de l'entreprise pour les jeunes. C'est une jeunesse salariée heureuse, il faut le dire. Voilà. Et je pense que d'ailleurs, c'est une tendance qui est majoritaire chez les jeunes, beaucoup plus importante, un petit peu plus importante. Légèrement plus que sur les autres. On ne voyait pas dans les normes IFOP de climat social dans les années 80. Rappelez-vous des petits boulots, des trucs du chômage de masse, mais les jeunes avaient un idéal que n'ont plus ces jeunes. Donc c'est des générations qui contrebalancent points forts et points faibles. Qu'on avait pas même dans les années 2000 après la bulle Internet, il y avait une inquiétude à la veille des crises économiques, notamment la crise financière. Jamais dans la norme IFOP, on a eu sur quasiment tous les items dont Stewart vient de parler, des jeunes plus satisfaits, alors qu'on dit que quand on commence un nouveau travail, quand on est jeune, on a un salaire moins élevé, on a peut-être un temps d'apprentissage d'entreprise. Faut que tu acceptes ça. Voilà, ils le prennent ils entrent dans l'entreprise de plein pied et ils s'y plaisent. Il y a l'équilibre vie familiale, vie pro. Il y a quand même, et vous l'avez évoqué, mais je voudrais qu'on s'arrête un instant sur ce concept, l'idée qu'ils créent leur boîte. Donc, auto-entrepreneur. La start-up, ils y adhèrent. Parce que c'est de fluidité. En revanche, moi je lis, et ce sont vos mots,
Quand il est question de GAFA et de grands groupes ultra-capitalistes, ils disent non. Là, il y a quand même un petit côté chez eux qui est assez intéressant. C'est-à-dire que c'est plus des révolutionnaires, mais ils font un peu leur révolte là. Ils disent non au capitalisme sale, oui au capitalisme, je dirais. C'est un mot qui plaît. Voilà. C'est plus le mot Voldemort qu'on a connu par le passé. Je gère mon propre business. C'est vrai que c'est une vision de l'entreprise qui est singulière. C'est-à-dire que c'est la vision de la PME, de la grande PME, qui agit avec un sens, avec une adhésion, une humanité. Et d'ailleurs, je pense que sur la question de l'entrepreneuriat, tout ça, ce qui est intéressant, c'est que les jeunes ont une vision du travail qui est liée à une expérience d'abord de travail, qui n'est pas forcément liée à une carrière linéaire. C'est une expérience, une mission. Et dans cette expérience, dans cette mission, qui peut durer un certain temps, on est à la recherche d'un sens, d'une action légitime, d'un projet. Et quand l'expérience s'achève, c'est pas très grave, on en commence une autre. Donc il y a vraiment, exactement, il y a vraiment cette idée. Faut que ça nourrisse. C'est ça, il y a vraiment cette idée d'expérience qui est pas forcément identique à celle de la vision un peu carriériste, entre guillemets, classique. Exact, on monte les échelons tranquillement. Quoi. Et là où il y a une rupture par rapport aux générations passées, aux jeunesses passées, quand dans les années 2000, dans les années 90, au moment de crise extrêmement forte, la récession de 1994, l'abus d'Internet, on demandait quel était le plan de carrière idéal pour les jeunes. La fonction publique arrivée à un niveau extrêmement élevé. Là, elle est derrière le secteur privé, derrière la grande entreprise et derrière la création d'une entreprise via un auto-entrepreneuriat. Là aussi, on voit que c'est une jeunesse, mais c'est une ligne de force du livre qui abandonne de plus en plus les structures collectives. Qu'est-ce qu'il y a de plus collectif qu'une grande administration pour une action individuelle? On le voit sur l'engagement. Les syndicats, les partis... Oui, mais c'est très clair. Pourquoi les mouvements sociaux n'ont pas de succès auprès de ces jeunes? Pourquoi? Parce que ces jeunes n'ont pas la mémoire que nous avons de mouvements sociaux qui ont gagné. 95, 94 avec le CIP, 86 avec de Vaquet, 86 et même 2006 c'était le CPE. Ces jeunes sont complètement désimbibés de ces victoires, de ces grands mouvements sociaux. Dominique de Villepin pour le CPE qui avait été effectivement des mouvements qui avaient été son tombeau politique et qui a été son tombeau politique. Cette jeunesse quand même, je voudrais qu'on fasse un distinguo parce que on décrit quand même une jeunesse pas dorée, mais de jeunes qui finalement sont assez mobiles, qui partent à l'étranger, je dirais c'est la jeunesse du tertiaire. Est-ce que c'est la jeunesse des beaux quartiers versus une jeunesse qui est un peu plus reléguée parce que moins diplômée, parce que vivant en province, parce que vivant dans les zones des gilets jaunes, et qui finalement ne se retrouverait pas dans le portrait que vous faites de cette jeunesse? Ce qu'on espère en tout cas dans le livre, c'est d'apporter aussi un éclairage sur la fracture entre les jeunes et les moins jeunes, mais aussi la fracture entre les jeunes. C'est-à-dire dans cette génération 18-30, et vous avez raison de le rappeler, il y a une diversité d'expériences, d'appréhension du monde qui est liée à une diversité de situations économiques, sociaux. Donc c'est très juste ce que vous dites. D'ailleurs, sur plein d'aspects, la fracture générationnelle à l'interne même de la jeunesse est encore plus importante qu'entre les générations. Je donne juste un exemple sur le rapport au bonheur, par exemple. Et c'est vrai, l'intensité du bonheur qui baisse est beaucoup plus prononcée pour des jeunes qui se sentent, je dirais, un peu désintégrés de la société, c'est-à-dire pas forcément fiers de la France, pas forcément en phase avec ce qui se passe, de catégories sociales moins privilégiées. Donc effectivement, il y a des grandes différences entre la jeunesse. Le deuxième exemple, c'est par exemple sur les systèmes politiques. On en parlait tout à l'heure en introduction, mais il y a une adhésion différenciée entre des jeunes... Au RN, par exemple. L'ordre. Exactement. Entre effectivement certaines catégories de cette génération. Juste égalité, fraternité. Frontispice des mairies, liberté, égalité, fraternité. Vous dites dans le livre qu'ils sont quand même plus sur la liberté, pas mal, et aussi l'égalité parce qu'ils se battent. L'égalité, c'est vraiment. C'est la matrice. Voilà. C'est vraiment la matrice d'une société injuste, d'une société discriminante systémiquement. Le mot fait peur et c'est là qu'il y a la facture la plus forte auprès du reste des Français et on le voit après sur le droit au blasphème. C'est l'affaire Samuel Paty et le fait que 34% des jeunes considèrent qu'il avait eu tort de faire ce qu'il a fait, qui a été peut-être pour moi le déclencheur de la rédaction de ce livre avec qui est votre premier livre, je le précise. Oui, tout à fait. C'est à cause ou grâce à ces... vous savez, c'est un choc. Ça a été tous les discours sur la réduction ad covidum de cette jeunesse, c'est-à-dire cette jeunesse, c'est pas la peine de la définir, c'est simple, c'est la génération sacrifiée. On voit bien dans le livre avec la profondeur historique des enquêtes. Ça vous va ce mot-là, génération? Non, on l'utilise beaucoup. Ça ne voit pas du tout. Parce que ça correspond à des véritables réalités. 27 points de moins pour le sentiment de bonheur, 36 points de moins sur je vis une période chanceuse, rien à voir avec le passé, la perte d'idéal. Pour autant, c'est une jeunesse qui a su rebondir, c'est une jeunesse, ce terme est bien sûr très galvaudé, mais résiliente. Donc vous dites, on ne peut pas
la réduire au Covid. Frédéric et Stewart, c'est nous les aînés, finalement, les quarantenaires, les cinquantenaires, qui avons un jugement de valeur en disant, bon voilà, on a sacrifié cette génération. Vous dites, à l'aune de vos études... En tant que 18-30, pour le coup... Oui, Frédéric, c'est pas... Mais effectivement, pour rebondir sur ce que disait Frédéric, toutes les étiquettes qu'on accole à la jeunesse, elles conviennent pas. Ça colle pas, c'est le cas de le dire. Elles conviennent pas. Elle est trop diverse. Voilà, elle est trop diverse. Et encore une fois, c'est pas un bloc effectivement monolithique. Et cette diversité d'expériences-là, elle doit s'exprimer aussi sur la génération Covid. C'est évident que ça, et Frédéric l'a dit, c'est un moment constitutif aussi de cette mémoire collective de cette génération 18-30 en 2021. Mais on peut pas la réduire à ça, puisque sur son état d'esprit, pour le coup, elle est complètement différente que leurs aînés. Elle se démarche, elle se projette, elle croit en l'avenir, elle croit en elle. Elle se projette à 3/4 de manière positive dans l'avenir. Et l'enquête... porteur d'espoir, l'enquête date de février 2021, dans un moment où le Covid était encore très fort, où le président Macron avait refusé un nouveau confinement qui allait venir 2 mois après. Donc c'est vrai que même sur le travail, oui, on a interrogé une jeunesse salariée, plutôt dans le tertiaire. On n'a pas eu des personnes qui sont chez Deliveroo, qui souffrent, qui sont précaires, mais il y a des représentations... des gens qui sont postés dans des usines. Mais je pense qu'il y a des représentations communes en termes de le travail, oui, mais garder la sphère personnelle, voire se fluidifier les deux sphères, et puis surtout donner un sens, une utilité. Là, je pense que ça traverse tous les segments de la jeunesse. Mais sans vous projeter sur des choses que vous n'avez pas traitées dans le livre, mais en même temps, c'est une base et c'est une matrice de réflexion très, très profonde. On va vers quoi avec cette jeunesse? Qu'est-ce qui se dessine? Parce qu'on dit que c'est l'avenir de demain, c'est eux qui vont... Qu'est-ce qui se dessine? Un chiffre. En 1957, ces jeunes étaient, dans la première enquête Nouvelle Vague, ces jeunes étaient 17% à se dire on est une génération à part. Là, ils sont 85%. Ils ont conscience de leur unicité. Ils ont conscience d'avoir aussi encaissé des chocs jamais vus. Le choc terroriste, le choc climatique qui les rend extrêmement fébriles. 1 sur 5 dit « je peux mourir pour le climat ». Bien sûr, ce n'est qu'un mot, mais ça en dit... Ils le disent. Il faut aller au-delà du sondage, mais ça montre qu'il y a une sorte de vulnérabilité, il y a une sorte de sentiment d'urgence. Et puis, on a senti avec Stewart une certaine colère sur l'incapacité du politique à résoudre les problèmes. J'ai un verbatim en tête d'une jeune fille qui dit « Quand j'étais toute petite, j'entendais ma mère dire « Je gagne 20% de moins que les autres personnes de mon équipe. » 30 ans après, c'est toujours la même chose. C'est cette inaction, cette absence de solution qui fait que la jeunesse va se réinventer et chercher d'autres canaux de solution, ce qui annonce peut-être une abstention très forte. Mais c'est une jeunesse indignée, c'est une jeunesse indignée, c'est une jeunesse affectée, mais c'est une jeunesse aussi qui est profondément engagée. Et on l'a dit, sur le travail, sur la réinvention des espaces politiques, sur la mise à l'agenda politique de certains enjeux. On n'a jamais autant parlé de climat, et c'est aussi grâce à la jeunesse. Sur l'espace politique, je pense qu'on est en train de bouleverser énormément de choses. Frédéric l'a dit, là, cette histoire de vanité du vote, de crise de résultats du politique, engage les jeunes à réinventer des façons de faire de la politique. Autorisez-moi à tourner le dos aux urnes. À tourner le dos aux urnes. Et c'est d'ailleurs, je pense, peut-être l'un des enjeux les plus importants, c'est de réinventer peut-être aussi un espace politique qui parle à cette jeunesse. Frédéric, et le climat, parce que c'est un thème fondamental. Oui, le climat, c'est le thème fondamental. Moi, le chiffre qui me frappe, c'est 72% se dit engagés sur le climat. Alors, ils ne sont pas tous à défiler, mais le niveau d'engagement est extrêmement fort. C'est une jeunesse qui est dépolitisée, oui, qui s'est abstenue à 84% aux élections régionales, mais qui croit à un engagement, plus un engagement individuel. Et d'ailleurs, quand on regarde tout ce qu'on vient de se dire, est-ce que je ne vais pas dire un gros mot en disant que c'est une jeunesse qui est très américanisée, qui croit en l'action individuelle, qui ne croit pas aux structures collectives, qui doute de l'État, qui croit au business et qui croit à un engagement pour soi. Qui mieux que moi pour défendre mon intérêt? Alors, ça va un petit peu, je tire un petit peu peut-être le fil, mais c'est peut-être une des lignes de force de cette jeunesse si différente des jeunesses passées qui n'est pas complètement perdu pour le vote à la présidentielle dans 6 mois. Oui, c'est pas pour vous rappeler vos études de 57, parce qu'on n'était pas nés à l'époque, mais c'était des jeunesses communistes, c'était des mouvements de jeunesse très engagés sur la laïcité, un système d'action, du tractage. Tout ça a volé en éclats au profit de grandes manifestations, de concerts de musique, puisque très récemment, il y avait ce concert mondialisé où les jeunes se mobilisent. Et je pense aussi à Extinction Rébellion, qui sont d'autres formes d'activisme radical en direction du climat. Ils s'expriment sur cette question-là. Est-ce qu'ils sont
il y a plein de sujets sur lesquels ils sont très pacifistes et très à distance. Sur ce sujet-là, j'ai l'impression qu'ils peuvent combattre ou se battre. Il y a effectivement un engagement presque radical sur cette question-là. Ouais, vraiment. L'environnement et la jeunesse, c'est un petit peu la génération, c'est pas ma faute, c'est ce qu'on dit dans le livre. C'est-à-dire qu'on est finalement des acteurs légitimes pour investir cette question-là, puisqu'on n'est pas finalement les responsables, entre guillemets, des conséquences de cette... C'est nos parents. Exactement. C'est ceux de mai 68. Quand même, Mais oui, c'est ceux de mai 68 qui sont devenus chefs d'entreprise. Ce qui est quand même très intéressant dans le livre, je t'interromps si Ward veut m'en excuser, mais ils s'en sortent très bien, il n'y a je vous le pas, dis, hein. ah bah, plus que ça, plus que ça. Je m'adapte à tout, moi. Il n'y a pas une guerre des générations, même sur le climat. Ils sont plutôt à dire, on va montrer à nos parents les bonnes pratiques. C'est plutôt les grands-parents, ceux du passé, qui ont vraiment pas pris le pli de ce réchauffement climatique et de cette lutte. Vous les avez interrogés, c'est au-delà d'un travail de sondeur, c'est un travail de sociologie, c'est très approfondi votre travail. C'est vraiment un livre de référence pour les chefs d'entreprise, pour les dirigeants, pour les hommes politiques. Il y a quand même des clés de compréhension. On doit la craindre, cette jeunesse ou ces jeunesses. Est-ce qu'on doit en avoir peur ou est-ce qu'on se dit, après tout, vu le portrait que vous nous faites, ils ont l'air bien intégrés, ils aiment l'entreprise, ils vont produire. Alors, je ne sais pas, qu'est-ce qu'on en fait de cette jeunesse? J'ai en tête ce qu'on avait noté en 1999 avec l'Express. J'avais travaillé sur cette enquête où Jacqueline Rémy avait dit, cette jeunesse ne veut pas le pouvoir mais le contre-pouvoir. Elle veut être en réaction. Peut-être à travers le travail qu'on a fait avec Stewart, peut-être que cette jeunesse veut finalement le pouvoir, qu'elle ne prendrait pas par des manières démocratiques, par un vote, même si je pense qu'elle va peut-être plus voter que ce qu'on entend, mais qui entend bousculer, faire, je dirais, vaciller tout un système, puisque pour elle, il y a des enjeux extrêmement urgents, et ils ont compris leur vulnérabilité. On cite la fameuse phrase de Paul Valéry, nous autres civilisations savons que nous sommes mortels, et cette jeunesse est complètement là-dessus. Mais juste pour rester dans ce débat un peu philosophique, est-ce que cette jeunesse qui vient d'enterrer l'État comme étant le ferment de notre réussite ou de notre construction au profit de l'entreprise n'est pas en train de transformer notre société? Et comme on l'entend beaucoup en parlant à des chefs d'entreprise, en disant mais de toute façon moi j'ai plus besoin des politiques, mon business se fait, il se développe, je vais très bien, je suis heureux. Pourquoi je m'intéresserais à la cause, à la chose politique? Est-ce qu'il n'y a pas un peu de ça chez eux? Est-ce qu'ils n'ont pas anticipé ça? Oui, vous avez raison. Il y a une crise de la représentativité qui est énorme chez la jeunesse. On en parlait tout à l'heure. L'environnement est un exemple de ça. C'est-à-dire que dans l'environnement, quel enjeu mieux que l'environnement où l'action individuelle est efficace? Et c'est ça, en fait, la jeunesse aussi. C'est de reconnaître qu'à un moment donné, il y a une inefficacité de l'action politique, en tout cas perçue par cette jeunesse-là, qui les pousse dans une... Ils s'y retrouvent pas. Et qui les pousse même, c'est une forme morale de se dire, je vais agir moi-même, puisqu'il n'y a pas de réponse derrière. Et ce qui est intéressant aussi, il n'y a pas de débouché, il n'y a pas de traduction politique. Et c'est vrai. Et pour le coup, c'est un enjeu essentiel de se dire comment, à un moment donné, on peut, de ces actions individuelles, créer un élan collectif et penser les choses. Et d'ailleurs, sur la question de politique toujours, cette perméabilité à la question par exemple de la violence, qui serait légitime pour faire avancer les choses, est aussi, je dirais, un cri d'alarme, un cri d'alerte face à cette insuffisance, je dirais, d'action perçue par les pouvoirs publics et les institutions. Alors même qu'ils croient à la pureté du politique, tel que les Français le souhaitent dans leur imaginaire, le politique est là pour changer les choses, transformer la vie. Ils ne sont pas sur une logique politique. Mais oui, ils ne sont pas sur une logique tous pourris, un discours Poujado. Non. Ils sont sur une logique d'impuissance qui les met en colère et qui leur dit c'est à nous maintenant de prendre en main toute une série de résolutions d'enjeux. D'où la place de l'entreprise dans tous ces enjeux-là. C'est-à-dire que l'entreprise est perçue comme l'acteur efficace, légitime et capable de transformer les choses sur ces enjeux-là. Il y a aussi peut-être les acteurs régionaux, les grandes villes, les régions qui peuvent, et on a vu ça pendant la crise du Covid, Arnaud, se substituer à un État qui a été jugé défaillant, dysfonctionnant. Finalement, ils aiment l'entreprise, ils aiment créer leur propre espace de liberté et de construction. Pour les politiques qui observent tout cela, il y a les écologistes qui se disent nous on peut parce qu'on est très décentralisateur, on est très sur le climat, et on s'aperçoit que le dernier vote, c'est 122 000 votants pour c'est très très faible. 42 fois moins que la primaire de droite. 42 fois moins que de droite et 2,5 millions pour les socialistes. Oui. Donc ils n'attirent pas les jeunes non plus. Il y a un chiffre intéressant. 10% des jeunes aujourd'hui font confiance, 10% aux partis politiques pour répondre aux enjeux climatiques. Donc les partis politiques, c'est fini. C'est difficile à entendre parce qu'on ne peut pas dire qu'ils se soient désinvestis de la question environnementale. Il y a beaucoup de mouvements de jeunes dans les structures partisanes, mais c'est vraiment qu'une petite partie de la jeunesse. Là où peut-être que les leaders en fait écologistes, et c'est un défi pour celui qui vient d'être élu, de peu hier, Yannick Jadot, c'est que la présidentielle, c'est une affaire d'incarnation. Et c'est vrai que les jeunes
je dis pas qu'ils aiment les chefs, ils sont Si, un tiers à dire un chef serait quelqu'un de très bien. Ils cherchent un père. Voilà, ils veulent peut-être pas un père, mais quelqu'un qui serait une sorte de Bonaparte au Pont d'Arcole, côte à côte avec eux. Il y a pour l'autorité faire chez les jeunes. Tout à Mais fait, c'est signe pour faire avancer les d'efficacité. choses. Parce qu'on ne le dit pas, c'est pas des révoltés. Ils cherchent le sens aussi des résultats. l'autorité. C'est ça, l'autorité comme moyen efficace de répondre à des enjeux. C'est ça qu'ils voient derrière l'autorité. Avant de nous quitter, parce qu'il nous reste peu de temps, mais il y a une notion qu'on entend beaucoup sur ce plateau de chefs d'entreprise qui vous disent « j'ai un mal fou à garder mes jeunes, ils s'engagent et puis ils s'en vont, ils sont très versatiles ». Est-ce que vous avez constaté à travers votre étude et le travail du livre La Fracture, finalement, cette espèce de génération Internet, quoi. On est sur Instagram, on est slasher, on reste 15 jours et puis on s'en va. Est-ce que dans cette jeunesse, il y a aussi ce ferment-là? Oui, bien sûr qu'il y a cette... Et qui n'est pas bon. Il y a cette volatilité, il y a aussi une volatilité électorale lorsqu'ils votent, Et oui. On l'a bien vu. Alors, quand même, ils ont des fidélités successives. Ils s'engagent pleinement dans une entreprise. Passionnément. Et passionnément, le terme me plaît. Et c'est un véritable enjeu pour les directions des ressources humaines de créer du sens, de créer les conditions de faire pour ces jeunes les garder. du premier travail un moment où ils vont s'engager sur la Une durée. expérience. C'est vrai que les chiffres montrent que le temps moyen d'une entreprise, c'est 3 à 5 ans, c'est beaucoup moins qu'il y a quelques années, même auprès de jeunes qui, eux, étaient plutôt sur avoir d'abord un premier emploi, le chercher de manière intense, et une fois qu'on l'a trouvé, on s'engageait dans une certaine durée. Tiens, pour répondre à Fanny Griesmer, parce qu'il y a un petit peu comme ça des débats dans le débat, CDI ou pas CDI, ils sont sur quoi les jeunes? On a vu qu'ils aimaient l'entreprise et la créer, d'accord. Ils sont sur un modèle complètement hybride. C'est-à-dire que, comme on s'est dit tout à l'heure, à partir du moment où ils voient le travail comme, je dirais, la constitution d'une expérience personnelle qui doit avoir du sens, qui doit les servir, ça peut passer par un CDI, comme ça peut passer à côté par de l'entrepreneuriat. On est vraiment sur, je dirais, une vision qui n'est plus du tout, absolument plus du tout linéaire, mais qui est, je dirais, assez fluctuant. Et ça, c'est aussi assez intéressant pour les je crois que pour les plus jeunes, pour les 20-24 ans, ils sont sur une logique, et un jeune m'avait dit ça, un CDI, de toute façon, c'est un CDD renouvelable un jour, autant que je le souhaite. Donc c'est vrai que la question, l'alternative, la bataille d'Hernani, CDI, beaucoup de jeunes, pas tous, parce que dans certains métiers pénibles, dans certains secteurs plus précarisés, le CDI reste un Graal et un sésame, mais pour beaucoup, c'est une chose qui a été dépassée. C'est ça, avec l'idée qu'on peut créer sa propre structure et inventer son propre monde finalement, parce que c'est de ça dont il est question. Je le redis, contre les grosses boîtes GAFA, c'est pas elles qui attirent aujourd'hui la jeunesse. Oui, c'est ce monde. C'est quand même un repoussoir, ces grosses boîtes. Oui, parce que ce sont elles incarnent un peu le capitalisme mauvais, enfin du mauvais côté. Parce qu'il y a toujours un clivage gros-petit, le petit est vertueux, le petit a des valeurs par rapport au gros. C'est jeune, mais ça aussi, c'est une vraie perception qu'on trouve aussi dans l'ensemble de l'opinion publique française. Cette petite phrase de Sioran, on cesse d'être jeune au moment où on ne choisit plus ses ennemis, où l'on se contente de ceux qu'on a sous la main. Oui. C'est un de mes auteurs préférés, je suis très heureux qu'il soit dans ce bouquin, et je trouve que ça a plein de sens. Je pense que c'est nécessaire aussi, parfois, et pour terminer sur une note positive, d'avoir des fractures, parce qu'il y a des fractures heureuses, il y a des ruptures heureuses qui conduisent à des changements, et on espère que ces changements-là, ils seront intéressants pour tous et qu'on en profitera. Une photographie d'une grande netteté de notre jeunesse à travers ces études successives de l'IFOP. Et là, c'est la dernière mouture aux arènes, 20 ans après. C'est vrai que notre jeunesse, elle a bien changé. Et peut-être que je ne me retrouve pas totalement dans le portrait que vous faites de cette jeunesse aujourd'hui, des 18-30, car vous l'aurez remarqué, je n'ai plus ni 18 ans ni 30 ans. Merci Frédéric Dabi, directeur général de l'IFOP. C'est un vrai plaisir. Vous revenez quand vous voulez sur le plateau de Smart Job. Je le dis à Stewart Show aussi. Vous venez régulièrement dans le cercle des experts le vendredi. Stewart Show, Frédéric Dabi, les arènes, la fracture. Voilà, et j'aime bien la couverture de votre livre. Fraise des bois. Fraise des bois. Framboise écrasée. Ouais, framboise écrasée, ou carotte peut-être aussi. Enfin, chacun choisira son légume. Merci en tout cas d'être venu sur ce plateau. On termine avec Fenêtre sur l'emploi. Les métiers de l'assurance. Tiens, ça c'est un secteur qui recrute. Je ne sais pas s'il recrute des jeunes, mais en tout cas, il recrute. On en parle. Fenêtre sur l'emploi, on parle des métiers de l'assurance. Alors c'est un secteur qui n'est pas très connu du grand public. Vous connaissez bien sûr les assurances, vos compagnies d'assurance, elles en recrutent. On va en parler avec Guillaume Villette. Bonjour Guillaume, merci d'être avec nous, porte-parole d'Aden et directeur de la communication du groupe Aden. Alors d'abord, expliquez-nous un peu ce qu'est Aden, parce qu'on connaît tous notre compagnie d'assurance, on a tous eu un sinistre, un dégât des eaux, et automatiquement on appelle nos grosses compagnies. Vous êtes derrière. Exactement. Dites-nous. Donc, Groupe Aden, c'est 2000 collaborateurs. On intervient
après les déclarations de sinistre des assurés auprès des assureurs dont vous parlez. Et du coup, les assureurs ouvrent un dossier et ont plusieurs moyens d'indemniser leurs clients, et notamment de missionner un cabinet d'expertise. Donc, et là, vous intervenez. On intervient. Évidemment, c'est 171 millions d'euros de chiffre d'affaires. Combien de collaborateurs ? 2000 environ, et on gère 300 000 sinistres tous les ans. Tous les ans. Donc c'est un travail colossal. Et j'allais dire un peu dans l'ombre, ce qui fait qu'aujourd'hui, vous êtes sur ce plateau dans la lumière. Pour nous dire quoi ? Pour nous dire que vous avez besoin et vous cherchez à recruter. Exactement. C'est-à-dire que, d'une part, il y a une croissance naturelle de par la qualité de la prestation de services depuis une vingtaine d'années, une organisation, la digitalisation de nos services, qui fait qu'il y a cette croissance. Et il y a aussi de plus en plus d'événements climatiques, les événements de grande ampleur qui font qu'en fait, ça vient un peu perturber nos années. On a toujours besoin de rendre la même qualité de service à nos clients assureurs. Et du coup, on a un grand plan de recrutement d'une centaine d'experts pour faire face à cette croissance et puis aux demandes des événements climatiques. Alors qu'on se regarde bien dans les yeux, recrutement d'experts. Aujourd'hui, vous avez vu la thématique, c'est les jeunes, à travers un livre que je vous invite d'ailleurs à lire. Et puis Fanny Griesmer, dans sa chronique, nous parlait du CDI. CDI, CDD ? CDI. CDI. Bon, déjà, ça, c'est une réponse. Quand vous dites des experts, on parle bien de ceux qui, lorsque j'ai eu un souci chez moi, vont venir, toc, 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 Exactement. et me dire, attendez, là, je suis pas sûr, vous êtes certain que... c'est ça, les experts. C'est ça. L'expert, grosso modo, il va se rendre sur les lieux du sinistre, faire ses opérations d'expertise, vérifier des déclarations qui ont été en fait la création du contrat, parce que l'assurance est assez originale pour ça. On déclare ce qu'on doit assurer. Et l'assureur vous croit, et le contrat vit. Jusqu'au jour où il y a un sinistre, où l'expert est là pour mettre à jour le contrat d'assurance, donc à faire pour être mieux assuré en conformité avec, parce que parfois on peut avoir eu un deuxième enfant, avoir fait une cloison, et on a une pièce de plus aux yeux du Et contrat. ça, vous ne l'avez pas dit à l'assureur ? Non, c'est ça, on n'y pense pas. On n'y pense pas. Et votre expert arrive et vous dit, attention, vous aviez mis une cloison. Exactement, et du coup c'est une pièce supplémentaire par exemple. Et puis ensuite, donc, l'expert recherche les causes et circonstances du sinistre, estime les dommages, et ensuite régularise une lettre d'acceptation auprès du client et dépose un rapport d'expertise, grosso modo. Juste, ce qui est quand même important qu'on comprenne par votre présence sur ce plateau, c'est difficile aujourd'hui le recrutement. On sait qu'il y a une pénurie sur certains secteurs. On ne parle jamais de votre secteur. Est-ce qu'il y a une pénurie ? Est-ce que c'est difficile de recruter dans vos métiers ? Oui, c'est difficile parce qu'en fait, les profils que l'on cherche sont des formations d'ingénieurs de bâtiments, conducteurs de travaux. Et il y a notamment les Jeux Olympiques 2024, je pense au bassin. On construit, donc c'est assez délicat de recruter. Alors, on a un turnover naturel, peut-être 10% des collaborateurs, parce qu'on est 700 experts quand même dans le groupe, partout en France. Mais voilà, là, on recherche vraiment à recruter ces 100 experts. Et le métier, allez, je vous en prie. Non, mais c'est juste pour valoriser ce métier, parce que comme vous arrivez en backup et que vous êtes une marque moins connue, comment vous allez chercher vos futurs candidats, et qu'est-ce que vous leur dites pour leur donner aussi envie de devenir des experts ? Déjà, on leur explique que ce métier est peu connu et passionnant. C'est-à-dire qu'il nous permet de rencontrer des gens tout à fait différents toute la journée quand on a des rendez-vous d'expertise, un étudiant, un retraité, une belle maison, des colocations. C'est varié. C'est varié, c'est passionnant. Il y a une grande indépendance, une grande autonomie. Et puis, ce qui est aussi original, c'est qu'il n'y a pas de formation d'expert d'assurance. En gros, on peut venir avec un bagage, comme je disais, d'ingénieur, d'architecte, BTS Assurance. Et ensuite, le métier mérite plusieurs années pour être un bon expert. On dit qu'au bout de 2 ans, on a une autonomie, ok, et au bout de 10 ans, on a un bon expert parce qu'on va avoir traité 6 000, 10 000, 20 000 expertises. Qu'on soit précis, les experts que vous recrutez, vous cherchez, en tout cas, ce sont des quoi ? Les moutons à 5 pattes, ceux qui ont déjà 15 ans d'expérience et qui seront tout de suite opérationnels ? Parce qu'un jeune ingénieur d'une école, dans cette jeunesse des 18-30, vous leur dites quoi ? Venez quand même et on vous forme ? Venez quand même, venez partager les valeurs. Aujourd'hui, il y a une énorme transformation dans notre groupe qui est tout à fait nouveau, c'est mettre le client, mettre l'assuré au centre de nos attentions, alors qu'on est un métier technique, comme vous l'avez dit, dans l'ombre des assureurs. Et l'expert, on ne va pas se mentir, il y a 30 ans, était fort mal aimable. Il faisait son boulot, c'était le technicien, goodbye. Aujourd'hui, on veut de l'accompagnement parce qu'on veut rendre un service qui est dû aux clients. Les assureurs aussi le demandent, ont mis du temps et se sont aussi réveillés il y a quelques années maintenant. Et à nous d'apporter ce service-là. Et donc, on ne cherche pas forcément des experts qui ont 15-20 ans d'expérience, sinon ce serait les débaucher de chez nos concurrents. Voilà, ce n'est pas vraiment l'objectif. Nous, on préfère former aux valeurs de notre groupe, à la façon de travailler. Et voilà, donc on va sur des salons, il y a des annonces, on est sur LinkedIn, on essaie de soigner la marque employeur. En marque employeur, comment vous la soigner, votre marque employeur ? Qu'est-ce qu'on dit là à ceux qui nous regardent pour leur donner envie de pousser votre porte ? Venez chez vous parce qu'il y a vraiment une notion d'abord de socle technique. On peut quand même acquérir une forte qualité de travail et puis permettre de monter en compétence, de devenir un bon expert, de se réaliser notamment dans l'accompagnement du client qui est nouveau. Et nous, on souhaite, et aujourd'hui, on se rend compte que les jeunes
aime se réaliser, c'est-à-dire accompagner l'assuré contrairement à avant. Et notamment les événements de grande ampleur, ça, il y a En fait, de grandes catastrophes qu'on a vues récemment. Comme encore là dans le Gard il y a 10 jours. Et ben nous, on a des campagnes de renfort experts qui vont se dépêcher. Vous me dites que l'expert, maintenant, il faut qu'il ait aussi un peu comme de doigté de psychologie parce qu'il a face à lui des gens qui sont brisés et que parfois, c'est pas simple de faire ce métier d'expert pour dire à quelqu'un, écoutez, malheureusement, vous aviez mis tel endroit ce truc, l'assurance pourra pas... Enfin, je veux dire, il est quand même frontalement face à des gens à qui il dit parfois, vous ne serez pas forcément indemnisé quand même. Oui. Il faut se parler franchement. Tout à fait, c'est le cas. Rarement dans les sinistres, dégâts des eaux, incendies, c'est un peu plus compliqué pour le vol, par exemple, parce qu'on va dire, vous devez utiliser votre dispositif de détection intrusion, vous devez avoir telle ou telle serrure. Ensuite, un dégât des eaux, ça fonctionne bien, un incendie ça va. aussi. Catastrophe naturelle, c'est compliqué aussi, ça, sur ces dossiers-là. Très compliqué. La sécheresse, par exemple, à quel moment on peut prouver que... Sécheresse, c'est très très dur. Sécheresse, on a eu énormément de vagues suite aux arrêtés de catastrophes naturelles il y a depuis 3 ans. Bien sûr. Et hélas, en matière de sécheresse, il y a beaucoup de sans-suite. Pas la faute de l'expert ni de l'assureur, c'est qu'à un moment, il est dit dans le village, dans la ville, ah bah tiens, j'ai un petit peu de fissure ici, c'est la sécheresse. Et c'est tout le job technique de l'expert que de s'y confronter. Et c'est pas si souvent que ça lié à la sécheresse, les dommages. Ça veut dire que l'expert, il doit toujours à chaque fois arbitrer dans un contexte par rapport à une législation, parce qu'il est quand même confronté au droit. Bien sûr. Donc il doit quand même posséder, au-delà de son bagage technique, une connaissance un peu juridique du problème. Bien sûr, même si ensuite il donne tous les éléments à l'assureur, et l'assureur, c'est à lui de prendre position. C'est ça l'histoire de notre métier. Nous, à l'origine, on devait simplement chiffrer un dommage. Aujourd'hui, on va plus loin dans nos rapports d'expertise, on décrit un risque, on propose des améliorations, et puis le rapport est remis à la compagnie qui prend position. Avant de nous quitter, Guillaume Villette, est-ce que dans cet accompagnement, et notamment dans cette relation à la marque employeur, vous êtes en train de nous dire, on fait aussi un accompagnement, je dirais presque un peu de coaching, parce que certains vous disent, moi j'ai le bagage technique, mais ensuite, comment on fait pour les accompagner, vos experts-là ? La posture donc, de l'expert. Donc, on va faire des premières expertises avec eux. Moi qui m'occupe de la communication, on fait des films faire, ne pas faire, qui restent internes. Et donc, on essaie vraiment de faire infuser ça le plus possible. Et puis, on a une direction dans notre groupe de la relation client qui lance le chantier « Et si c'était moi ?» Ça part de la relation client. Ça part de la relation client. Et donc, on commence à récolter les fruits du travail. Mais ça va être long parce qu'il y a vraiment à se transformer ça. Donc c'est une révolution presque de l'attitude même, de la façon dont l'expert ouvre la porte du client. Exactement. C'est ça, parce qu'on a tous eu dans nos vies personnelles un jour un échange avec un expert. Un sinistre tous les 7 ans, grosso modo. Plus ou moins sympathique, mais il n'était pas d'Aden, ça j'en suis sûr. Guillaume Villette, merci, porte-parole d'Aden. Vous êtes en charge de la communication avec plus de 100 collaborateurs, 100 experts à recruter, parce que vous commencez votre campagne. Oui, exactement, à recruter. Donc 100 experts à recruter. Il y a un onglet Aden, c'est pas très compliqué. Rubrique carrière. Allez donc y jeter un œil, vous verrez le niveau des salaires et puis peut-être l'attractivité de ces postes qui sont recherchés partout en France, il faut le préciser, puisqu'il y a des sinistres au nord, au sud, à l'est et à l'ouest. Merci Guillaume Villette, porte-parole d'Aden, d'être venu sur notre plateau nous parler de ces métiers méconnus. Merci à vous de nous avoir suivis, merci à toute l'équipe, merci à notre réalisateur Mani, merci à Alex pour le son, merci à Fanny Griesmer et cette problématique sur le CDI, puis merci à Margot Ruot qui nous accompagne pour faire cette émission. Merci, je serai là demain. D'ici là, restez fidèles à tous nos programmes. Bye bye, à demain.